Salut à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue sur cette nouvelle émission de Culture Foot TV. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau concept d'émission que nous allons aborder ensemble sur cette première. Donc l'émission, vous l'avez vu sur le générique, va s'appeler Arrête Bosman. Donc c'est une émission qui va être consacrée à repenser le football tel qu'il pourrait être. Ce que je vais appeler la débosmanisation du football, c'est-à-dire le football tel qu'il était avant l'arrêt Bosman. Vous le connaissez peut-être, vous le connaissez peut-être pas. En fait, l'arrêt Bosman, c'est une déréglementation, je devrais dire, de la gestion des transferts telle qu'elle était appliquée avant 1996. Cet arrêt Bosman avait été mis en application à partir du 1er juin 1996 suite à un arrêt qui avait été rendu par la Cour de justice européenne face au joueur qui était Jean-Marc Bosman. Jean-Marc Bosman qui était donc un joueur, un très grand espoir en fait du football belge dans les années 80. Il a d'abord commencé, il a été formé au Standard de Liège, puis il a ensuite signé au Royal Football Club de Liège et dans ce club, eh bien, il a fait un certain nombre d'années avant de se retrouver en conflit avec ce club. En 1990, il arrivait à la fin de son contrat et puis à l'époque, les clubs faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec les contrats des joueurs, c'est-à-dire que là en l'occurrence le club liégeois avait proposé un renouvellement suite à la fin du contrat du joueur, mais en proposant une baisse de contrat qui était juste délirante puisqu'on était à moins 75% par rapport à ce qui lui était proposé jusque-là. Alors donc, voilà ce qui s'est passé et Jean-Marc Bosman a attaqué le club liégeois en justice pour pouvoir rejoindre un nouveau club. En l'occurrence, il s'agissait de l'Union sportive du littoral de Dunkerque, un club nordiste donc, qui évoluait en division 2 à l'époque, et donc il avait la possibilité de rejoindre ce club à condition cette fois que eh bien, le club liégeois, malgré la fin de contrat, puisse obtenir une compensation financière, donc une indemnité de transfert que Dunkerque finalement n'était peut-être pas en mesure de pouvoir payer. Il y a eu un litige dans lequel sont rentrés les deux parties, en l'occurrence Jean-Marc Bosman et le club liégeois. Et puis 5 ans plus tard, la justice a rendu son verdict en donnant complètement raison aux joueurs de football et qui, par répercussion, avait provoqué une véritable révolution dans le monde du football puisque les clubs européens étaient tenus à ne recruter que 3 joueurs étrangers dans leurs effectifs. Et en l'occurrence, eh bien, à partir du 1er juin, donc le mois de juin qui a suivi la décision de justice qui a eu lieu le 15 décembre 1995, eh bien, les clubs avaient le droit de recruter autant de joueurs étrangers qu'ils ne le voulaient pour gérer leurs effectifs comme bon leur semblait. Mais pourquoi aujourd'hui je fais cette émission Arrête Bosman? Parce que d'après moi, 20 ans après avoir fait le point sur la bosmanisation du football, on peut même dire que là ça fait même 26 ans, on peut faire un bilan aujourd'hui sur ce que sont les clubs de football et l'ancienne réglementation, donc à mon sens, permettait de continuer à donner une signification de ce qu'était le football sur chacun des territoires, que ce soit en intranational comme ça pouvait être en international, c'est-à-dire que je peux vous donner l'exemple d'un club de football qui se qualifie pour la Coupe d'Europe, bien c'était un petit peu le club ambassadeur du football français qui défendait les couleurs de son pays à travers un club sur une compétition européenne. C'était quelque chose qui, à mon sens, était tout à fait intéressant et surtout qui avait du sens dans la mesure où, par répercussion, les clubs avaient une philosophie déjà de jeu. C'est un petit peu le principe d'un club de football, hein. On adhère à un club de football, c'est aussi qu'on se sent bien avec la philosophie de ce club, l'état d'esprit, et puis la façon de voir le football. Là en l'occurrence, c'était Gérard Houllier qui expliquait qu'une équipe, il fallait 2 ans pour la construire et 8 mois pour la déconstruire. Il y a une certaine part de vérité là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour créer une équipe, et du temps, eh bien, c'est ce qu'on met en général dans une politique de formation, dans une politique sportive, dans un état d'esprit pour pouvoir permettre à un club d'exister véritablement à travers ce sport magnifique qu'est le football, celui qui est notre passion. Donc une équipe de football, ça devient une équipe de copains, tout au moins de joueurs en phase avec la fameuse philosophie dont je vous parle. Le fait de limiter le nombre de joueurs dans un effectif
le nombre de joueurs étrangers. D'après moi, ça permet aussi de montrer quel football on pratique dans tel et tel club. Puisqu'il faut quand même se souvenir que, à une certaine époque, des clubs réussissaient des résultats, que ce soit en championnat comme en Coupe d'Europe, grâce notamment, on parlait pendant très longtemps de politique de formation, de grands clubs formateurs. On parlait notamment de la JOCR, historiquement dans les années 90-2000, c'était l'un des clubs les plus formateurs de l'époque. La SCAN, c'était plus la fin des années 80, début des années 90. On a parlé aussi du FC Sochaux, on a parlé de l'Olympique Lyonnais au milieu des années 2000-2010. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Là, ça fait quelques temps qu'on entend beaucoup moins parler de clubs formateurs dans le football français. Et c'est dommage, puisque c'est la base du football, c'est de former, d'éduquer, d'enseigner le football à des passionnés de football. Et c'est ça qui fait la beauté du sport. Voilà, d'après moi, le fait de recruter des joueurs, c'est de magnifier un effectif déjà existant. Et puis, sur le plan financier, ça aurait aussi des répercussions tout à fait positives, puisque ça éviterait au club de dépenser des sommes colossales d'argent. Les exemples d'équipes qui se sont construites sur la durée, il y en a plein dans l'histoire du football français. Je parlais de la JOCR qui était formateur tout à l'heure, il faut voir les résultats qu'ils avaient. Dans les années 70, c'était un club qui était jusque dans les divisions d'honneur. Fin des années 70, début 80, il est remonté progressivement en deuxième division, puis en première division. Et puis ensuite, dans les années 90, a réussi à s'imposer, aller jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe, avec beaucoup de joueurs qui étaient formés au club. Alors ça ne les empêchait pas de recruter des grands joueurs, notamment des joueurs reconnus. Je me souviens de Laurent Blanc qui jouait à la JOCR pendant quelques temps. Il y a aussi bien plus tôt dans les années 60 le Stade de Reims, le grand Stade de Reims qui est allé 2 fois en finale dans les années 50 et qui aurait pu s'imposer en finale de Coupe d'Europe. Il faut se rappeler que la première, ils ont quand même mené au score. Les Verts dans les années 76, c'était énormément de joueurs formés au club et puis on a intégré par-ci par-là des joueurs comme Kurkovic par exemple, qui était déjà un joueur étranger et qui était un excellent gardien. Donc recruter des joueurs étrangers, ça doit rester une possibilité évidemment dans les clubs. Je reviens sur le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, le football financiarisé, affairisé, que défendait notamment dans les années 80-90 Bernard Tapie, qui était président de l'Olympique de Marseille. Je vais vous faire écouter une phrase de Bernard Tapie. Il était invité à l'époque à l'heure de la vérité, d'abord pour un but politique, et puis ils ont abordé le sujet du football. Et je vous laisse écouter sa réflexion sur le football français tel qu'il, selon lui, devait être, si vous voulez obtenir des résultats, et je vais vous donner mon avis dans la foulée. Je veux dire que j'ai pas à savoir si ce serait mieux qu'on continue des associations de loi 1901 qui, depuis 30 ans, ne gagnent pas de Coupe d'Europe. Alors on peut dire ça n'a aucune importance. Et on continue dans le bénévolat avec des associations de loi 1901. Moi j'ai dit, si c'est ça que vous voulez, on peut le faire. Mais on ne sera jamais champion d'Europe. Si vous voulez autre chose, il va falloir qu'on dépense beaucoup d'argent. La question qui est importante, est-ce que Laval, est-ce que Strasbourg, ou est-ce que, encore Strasbourg, c'est une grande métropole de foot, est-ce que Auxerre y trouvera un moment, donc le spectateur, son compte? Donc le football ne peut pas à la fois être compétitif par rapport aux Italiens s'ils ne se donnent pas les mêmes moyens. La seule question, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme eux? Si la réponse c'est non, on s'en fout. Alors on reste au niveau des associations. Mais alors moi, si la réponse c'est oui, je veux qu'on ait des grands clubs européens, il faut faire pareil qu'eux. Voilà, donc Bernard Tapie qui donne son avis sur le football français de l'époque. Et c'est vrai qu'il a eu des résultats à sa façon. Bon, il faut quand même donner un petit peu le contexte de ce qui se passait à l'époque. L'économie mondiale allait s'en ressentir, allait rentrer dans une phase de mondialisation où effectivement les échanges économiques allaient devenir considérables et ça a influé ensuite sur le football. Et Bernard Tapie était un de ses agents de cette manière-là. Et pourquoi je vous parle de cette réflexion? Tout simplement, c'est parce que je considère que Bernard Tapie met le doigt sur des difficultés du football français de l'époque qui n'a rien à voir avec le fait d'être financiarisé ou pas. On peut très bien mettre les moyens, je le disais tout à l'heure, sur la formation ou sur les compétences des entraîneurs et puis la façon d'entraîner les enfants. C'est un travail de recherche finalement qui doit être fait par le club pour savoir quelles sont les meilleures méthodes pour permettre aux joueurs de se développer. On parlait des Verts de 76 tout à l'heure, il faut se rappeler que Robert Herbin s'était inspiré de clubs européens
pour donner une nouvelle méthode d'entraînement à ces joueurs, et ces résultats ont porté leurs fruits. La débosmanisation du football profiterait à tout le football européen, d'autant que si on regarde juste à côté de l'Europe, en Russie par exemple, c'est une chose qui se pratique beaucoup. Si je mets le lien entre l'affairisme du football et Bosman, c'est que l'arrêt Bosman a participé à l'affairisation du football de manière beaucoup plus active que ça n'aurait été le cas si cet arrêt n'était pas entré en vigueur. Donc il ne faut pas oublier qu'en plus, cet arrêt Bosman a été doublé quelques années plus tard, en 2000, de la déréglementation sur le nombre de contrats pro autorisés dans un club de football. Avant, un club français pouvait contractualiser 23 joueurs dans son effectif professionnel, et en l'occurrence, eh bien, ça permettait là aussi de réguler les salaires, qu'on ait des transferts qui soient pas trop élevés. Il faut quand même se rappeler que Neymar a été recruté par le Paris Saint-Germain à 222 millions d'euros. Je parlais encore une fois de Cantona qui avait été transféré à l'Olympique de Marseille à l'époque pour 22 millions de francs, c'est l'équivalent de 3 millions d'euros aujourd'hui. Il y a des choses à réaliser sur le fait que eh bien, les effectifs français pourraient être tout à fait intéressants aujourd'hui si jamais l'arrêt Bosman n'était pas en vigueur. Les conséquences, c'est que cela entraîne immédiatement une augmentation des transferts. Cette répercussion financière, c'est souvent l'élément qui revient sur le sujet. Arsène Wenger le regrettait déjà en 1998. Il recrute Anelka en 1997, qui avait été formé au PSG. On a ensuite vu Sylvestre, Dabo, Megni, Sinama Pongol, Le Talek, Gourcuff, Meriem. On a toute cette liste de joueurs qui ont coûté très cher à certains clubs, sur qui on a fait énormément d'articles en disant que c'était les futurs espoirs du football. Ils sont partis très tôt de leur club pour finalement avoir des carrières somme toute assez banales. Donc cette émission Arrête Bosman aura pour but de vous dire, voilà, la première émission où on débosmanisera une équipe, et bien ça sera le PSG. Pourquoi le PSG? Parce que c'est encore une fois le prototype même du club complètement affairisé, et pour autant le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné de Coupe d'Europe, pourtant ça va bientôt faire 10 ans que le Qatar s'est investi dans le PSG. Donc je vais vous donner quelques exemples de certains joueurs qui auraient pu rester dans leur club en y étant formés. Le premier d'entre eux, d'autant qu'on va commencer par le PSG prochainement, c'est Adrien Rabiot. Rabiot aurait pu rester au PSG et en être véritablement une vitrine de formation du Paris Saint-Germain. Je pense aussi à d'autres joueurs, les frères Ayou, qui se sont imposés à l'OM, ont fini par quitter le club marseillais pour aller à l'étranger. Pour aller dans quel club? Crystal Palace et Swansea, des clubs qui sont incapables de jouer la Coupe d'Europe, alors que l'Olympique de Marseille aujourd'hui est encore capable de se qualifier notamment pour la Ligue des Champions. Tolisso, bon, lui joue au Bayern de Munich, pour moi c'est un club qui est un des exemples à suivre sur la planète football. Tolisso a été formé à Lyon. Vous verrez aussi, on fera une émission sur l'Olympique Lyonnais, vous verrez que le Lyon pourrait être une sacrée équipe sur la scène européenne s'il avait été en mesure de garder tous ces joueurs formés au club. Dembélé à Rennes, il aurait soit pu rester à Rennes, soit partir dans un des clubs réputés du foot français historiquement. Il aurait pu signer à l'OM, à Lyon, à Paris, à Monaco. Voilà, c'est un joueur qui aurait pu briller sur le territoire français, de la même manière que Digne au LOSC, il aurait très bien pu le faire, et Lloris aurait pu rester à Lyon, même à Nice, quand on connaît les moyens de Nice aujourd'hui. Je pense aussi à Kakuta, qui est revenu au club du RC Lens, très longtemps après l'avoir quitté, tout de suite après sa formation, il est parti à Chelsea, puis on connaît sa carrière, il est parti de club en club, il a fait des clubs de différentes renommées internationales jusqu'à des clubs complètement anonymes. Alors c'est pas faire offense à tous ces clubs-là, mais on voit que tout cet argent qui est dépensé sur des clubs à cause d'une déréglementation de plus de 20 ans, eh bien c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose. Ce qu'on veut faire avec Arrête Bosman, c'est se faire une idée de ce que pourrait être le football français en club sans cette déréglementation, et vous allez voir qu'on va beaucoup s'amuser avec ça, et que peut-être le fait de rationaliser les transferts, ça permettrait de redonner un peu de prestige justement au transfert. À une certaine époque, un joueur qui était transféré, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque on se demandait beaucoup quelles répercussions ça allait avoir sur le futur de ce club, etc., etc. Je pense qu'il y a énormément de réflexions à avoir autour de ce sujet, et ça va permettre de se faire à travers cette émission Arrête Bosman. Donc j'espère faire cette émission très rapidement, celle sur le Paris Saint-Germain, je vais y travailler tout de suite. N'hésitez pas à nous donner des idées de clubs
qui pourrait vous intéresser. Voilà, on se rendra compte que la planète football a un peu perdu la tête avec cette histoire de transfert et de financiarisation, et qu'aujourd'hui revenir à l'intérêt du ballon serait peut-être la meilleure des choses à imaginer pour le football. Ce sont des choses qui peuvent être raisonnées, rétablies, voire peut-être réfléchies en d'autres termes. Voilà, j'espère que cette émission vous intéresse, que cette émission va vous donner envie de réfléchir avec nous. On est toujours à la recherche de personnes prêtes à participer à Culture Foot TV, à Culture Foot, notre projet aussi, je le rappelle, hein, le projet de Culture Foot, c'est l'ouverture d'un centre de foot en salle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons en dessous de cette vidéo nos coordonnées, notamment notre page sur les réseaux sociaux. On a aussi notre adresse courriel culturefoot.contact@laposte.net. Vous retrouvez aussi notre cagnotte en ligne qui vient d'être lancée donc sur Helloasso. Vous trouverez également le lien dans la description. Puis cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, puisque l'objectif de Culture Foot TV, c'est non seulement d'exister aujourd'hui, c'est de faire connaître le projet de Futsal, mais c'est aussi de développer plein d'autres projets, et aussi pourquoi pas de parler des vôtres, hein, puisque je rappelle que Culture Foot TV, c'est pas que Arrête Bosman évidemment, puisque là on vient de démarrer cette émission, mais il y a les premières émissions que nous avions débutées. Nous avions débuté sur Top But. Si vous voulez que je fasse une liste de top buts qui est la vôtre, hein, sur les 5 buts qui vous ont marqué dans toute votre vie de footballeur, n'hésitez pas à me la faire connaître, je ferai une émission là-dessus, ça sera avec un grand plaisir, en fonction du temps qui sera le mien. Il y a aussi Bienvenue au club, si vous voulez faire connaître le club dans lequel vous jouez, le club pour lequel vous êtes sympathisant, si vous avez envie de le faire connaître, si vous avez envie qu'on fasse un reportage dessus, ça sera avec très grand plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour le premier numéro officiel, cette fois, de Arrête Bosman. Ça sera donc sur le Paris Saint-Germain. On verra un bel effectif qui pourrait être celui du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Merci encore, passez de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on y est actuellement. On se retrouvera donc en 2022 pour les prochaines émissions de Culture Foot TV qui continuent donc avec un grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à devenir socios de Culture Foot pour que les projets avancent toujours plus vite et toujours plus collectifs. Voilà, à très bientôt sur Culture Foot TV pour de nouvelles aventures. Vive le football aux footballeurs et aux footballeuses. Et à très bientôt donc pour une prochaine émission de Culture Foot TV. Ciao!